28 ans d'existence de la presse privée au Mali, quelle évolution? Les détails dans ces journaux-là. Plus de 30 civils tués à Koulogo dans le cercle de Bankassa. Le député Eli Amiono nous donne plus de détails sur ce sujet. Mesdames, Messieurs, partout où vous nous suivez, bonsoir et bienvenue à ce journal-là d'information comme annoncé dans les titres. Nous sommes en 2019. Cela fait 28 ans que notre pays, le Mali, est devenu un pays démocratique. Ainsi, la liberté d'expression a vu le jour. Afin de connaître le progrès des médias au Mali depuis l'avènement de 1991 à nos jours, notre équipe de reportage s'est approchée au président de la maison de la presse, Draman Aliou Kone. Selon lui, il est nécessaire de revoir le texte pour plus d'amélioration dans le dit secteur. Reportage. La liberté de la presse a présidé 91 parce que c'est les journaux privés qui ont fait le combat qui a abouti à la libération des ondes, peut-être les radios, mais pour les journaux, depuis 90, on a commencé à libérer parce qu'il y avait les Échos, il y avait Aurore, il y avait, je me rappelle bien, la roue du défunt Bokar Keita. Mais après la chute de la dictature de Moussa Traoré, les choses se sont accélérées. On a assisté à l'ouverture du secteur des radios. Cette date à aujourd'hui, le Mali a relevé un défi majeur, celui de la pluralité des médias. Parce qu'à l'état actuel des choses, on a le premier pays en Afrique en nombre de radios. On parle de 450 à 500 radios. Nous ne sommes pas mal lotis aussi au niveau des journaux. On est à environ 138, 140 journaux et chaque jour on en crée. Ensuite, au niveau des sites internet, les choses aussi commencent à bouger. On a plusieurs dizaines de sites internet. Et les télévisions privées aussi commencent, parce que je pense qu'on a donné à peu près 22 licences à Bamako. On peut dire qu'au niveau de la quantité, le défi a été relevé. Mais au niveau de la qualité, on est très loin du compte. Parce que quand on voit ce qui se passe dans les journaux, sur les radios, sur les télévisions, on se dit que la qualité n'est pas au rendez-vous. Et cela est dû à plusieurs facteurs. À mon avis, il y a d'abord un manque d'application des textes, parce qu'il faut se dire la vérité, les textes qui en cas de secteur ne sont jamais appliqués comme il le faut. Ensuite, il y a aussi une dégradation progressive de l'environnement économique des médias. Tout cela concourt à la médiocrité qu'on connaît dans notre secteur. Ne pas perdre un mot. Aujourd'hui, le bilan est mitigé. Pour moi, il s'agit de mettre de l'ordre dans ce secteur-là. Il s'agit de réfléchir à de nouveaux textes plus adaptés au contexte. Aujourd'hui, différent de 91, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Avant, en 91, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de télévision comme numérique. En 91, on n'a pas de radio numérique. Aujourd'hui, on a toutes sortes de médias qui concurrencent les médias classiques, comme on appelle les médias traditionnels, qui sont la presse, les journaux, les radios, les télés. Il y a d'autres médias. Il y a, comme vous savez, Facebook qui est aussi un média aujourd'hui. Il y a Twitter, il y a WhatsApp. Tout ça sont des moyens de diffusion d'informations. Il faut y voir les textes, les adapter au contexte actuel. Il faut aussi améliorer l'environnement économique des médias, en sorte qu'on peut avoir des entreprises de presse véritables. Aujourd'hui, il y a des journaux qui n'ont pas de siège. On connaît les radios qui ne paient pas les employés. Au secteur de la télé aussi, on en connaît beaucoup qui n'ont pas d'employés, qui n'ont pas de contrat de travail, qui n'ont pas de cadre de travail assez adéquat. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais le premier acteur de tout ça, c'est l'État. Mais c'est nous, journalistes, qui devons impulser ce changement de cadre d'évolution de notre métier et surtout de comportement aussi chez les journalistes. Parce qu'il y a aussi ce constat, on est moins professionnel aujourd'hui. Un journaliste peut aller balancer des choses qui n'ont pas été vérifiées, qui n'ont pas été recoupées. C'est des manquements à l'éthique, à la déontologie et qui fragilisent notre métier. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, il faut revoir tout, de fond en comble. Il faut se remettre en question autant de côté des autorités politiques que nous, les journalistes, pour qu'on puisse avoir une presse et des médias qui soient à hauteur de nos attentes et à hauteur de la démocratie. Parce que nous sommes l'un des piliers de la démocratie. Si nous ne fonctionnons pas bien, notre démocratie va aussi mal fonctionner. Je n'ai pas un appel que j'ai lancé, mais j'ai un cri de cœur. Nous sommes en train de dériver. Vous savez,
On était les premiers dans la sous-région, en Afrique, à lancer la libération intégrale des médias. Quand il y a 5, 8, 10 ans, quand on voyait notre classement au niveau de RSF, Reporters sans frontières, parfois on était devant une année devant la France et devant l'Angleterre parfois. Aujourd'hui, nous sommes dans le creux, dans les profondeurs du classement. C'est un recul assez grave, mais il y a des raisons assez variées. Parfois, on peut parler de la crise sécuritaire qui a agit contre la liberté de la presse, on parle d'autres contextes, mais il est temps qu'on lève le défi, qu'on lève la tête, que les uns les autres, je parle des autorités politiques, je parle des journalistes, je parle soit des futurs des médias, se retrouvent pour repenser nos médias et repenser le secteur de la presse au Mali, pour que nous puissions avoir une presse vraiment professionnelle, avec des entreprises de presse qui sont viables, qui permettent à leurs employés de vivre de leur métier et de vivre tout dignement de leur métier. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. N'importe qui dans notre secteur, n'importe qui entre, n'importe qui fait ce qu'il veut, et ce n'est pas bon pour notre image, ce n'est pas bon pour le pays aussi. Dans le même cadre, Madame le Président de la Cour constitutionnelle Manassa Daniogo a également parlé de la liberté d'expression. Selon elle, cette liberté doit avant tout être le respect de soi et de son prochain. Elle est au micro de Fatimata Koulibaly et de Oumar Traoré. Quand on faisait les premières lois sur la presse, j'étais là. Après les événements de 91, j'ai même reçu un diplôme pour ça. Les premiers débats sur la presse. Ça a évolué après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il paraît qu'ils vont à la dépénalisation, mais il faut savoir que toute liberté a une limite. Ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Il ne faut pas confondre liberté d'expression et l'obligation de respecter les lois aussi. Mais maintenant, on n'a que des droits, on n'a pas de devoirs. C'est ça. C'est ce que je pense de la liberté d'expression, je ne dépasse pas ça. Chacun de ceux qui sont de cette presse-là, ils n'ont qu'à comprendre qu'ils doivent se respecter d'abord. C'est par là que ça commence. Pour que votre journal soit lu, il ne faut pas que ce soit un journal alimentaire. J'en ai un qui est même venu jusqu'à mon bureau ici pour dire, madame, il a beaucoup discuté avec le secrétaire général avant qu'il ne l'amène. Non, je vais voir le président, il l'a amené. Et j'ai fait un bel article sur vous, vous n'avez pas réagi. Mais chez nous, quand on fait des articles, les mauvais articles, les cadres réagissent, on nous appelle pour nous donner quelque chose et puis on arrête. J'ai dit, mais vous êtes venu pour me demander de vous donner quelque chose? Est-ce que vous avez vu que j'ai la tête de donner quelque chose à quelqu'un pour le corrompre? L'article vont vous parler là. Ce n'est pas vous qui avez fait cet article. Ce journaliste a travaillé sur ce texte pendant plus de 3 mois. Douara, ou comment elle s'appelle? Elle est venue dans mon bureau, elle était assise là où vous êtes. Elle a fait une interview. Elle a fait au nom de Madame Dravé, la fille Adamba, qui l'a envoyé faire l'interview sur les associations féminines qui existaient dans le temps avant les événements de 91. Quand ils ont fini l'article, ils l'ont amené, je l'ai corrigé. Ils sont partis, ils l'ont fait, ils m'ont amené un exemplaire. Vous allez prendre cet article pour le mettre à la dernière page de votre journal avec ma photo en grand pour dire voilà l'article que vous avez fait. Vous avez la chance que la personne à qui appartient l'article ne vous réclame pas le droit d'auteur. Pendant ce temps, vous sortez de mon bureau. Immédiatement. Il m'a dit non, madame, je voulais être chroniqueur à la cour. Non. Moi, je ne prends pas n'importe qui comme chroniqueur. Quitter pendant qu'il est temps. Je n'ai plus jamais revu. Le secrétaire général est témoin, je ne suis pas à son nom. Voyez-vous, quand les journalistes eux-mêmes viennent se vendre pour dire on donne de l'argent et puis on arrête, moi, je n'ai pas d'argent à distribuer là. Moi, je n'ai pas fait d'alimentaire pour gagner mes sous, j'ai travaillé. J'ai commencé avec un salaire de 22 500 francs CFA. 45 000 à l'époque malien. Et nous avons les premières maîtrises de l'ENA.
Les premiers étudiants de l'INA qui ont profité des 4 ans, c'était après le coup d'État. On a porté l'INA à 4 ans. Et nous avions été les premiers à avoir la maîtrise de l'INA. Avec 22 500 francs CFA, 45 000 francs maliens de salaire. Je suis au même niveau à ma retraite que les sortants. Vous comprenez? Bon. On n'en est pas mort. On est fiers de l'avoir été. Le parti SADI suspend sa participation aux activités de l'Assemblée nationale du Mali en protestation contre la prorogation du mandat des élus de la nation. Dr Oumar Mariko nous donne plus de détails sur le choix du parti SADI. Il est au micro de Awa Kamisoro Moussa Temini. En fait, le parti SADI, comme tout le monde le sait, en 2012, s'est érigé contre la prorogation des mandats des députés de l'Assemblée nationale. Parce qu'en 2012, le parti SADI a dit que dès la fin du mandat, on ne devait pas prolonger de nous-mêmes, étant donné que le mandat n'est pas impératif au niveau de la Constitution de la République du Mali. Et à l'époque, nous avons été combattus, ce rappel est nécessaire, par tous les partis politiques et nous sommes allés au vote. Sur 147 députés, nous étions les 2 du parti SADI à voter contre la prorogation des mandats. Et donc, dès que nous avons fait ce vote-là, il fallait se reporter au niveau du bureau politique parce que nous sommes députés de l'Assemblée nationale. Les députés ne sont pas, au parti SADI, les députés ne sont pas au-dessus du bureau politique. Ils ne sont pas au-dessus du parti. C'est un parti en construction qui ne peut pas souffrir que des élus se détachent de la décision collective. Et le parti a organisé dans ce sens-là un comité central qui est l'instance entre 2 congrès. Et le comité central a donné ordre au parti, aux députés de ne pas siéger à l'Assemblée nationale et de ne pas non plus toucher aux émoluments qui avaient été proposés. L'histoire se répète, hélas, malheureusement, dans un contexte différent. Parce qu'en 2012, nous nous sommes retrouvés dans un contexte de coup de force politique qui a été fait, et d'intervention d'une certaine communauté internationale inamicale, à savoir la CEDEAO, et prédatrice, à savoir la France. Et cette année, 2018, le contexte est marqué par l'incapacité notoire du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta d'organiser des élections communales partielles, d'organiser des élections de conseil de cercle, d'organiser des élections régionales, ce qui suffisait déjà à dresser le PV des carences du régime et à le mettre de côté. Mais, forcing pour forcing, le régime est allé dans des élections présidentielles qui ont été émaillées de frauduleuses pour le sens, pour ensuite se montrer incapable d'organiser des élections législatives. Alors donc, les élections législatives n'ayant pas pu être organisées par le régime, il y avait 2 choix. Il y avait le choix maintenant de travailler à un report pour que la machine électorale frauduleuse puisse être démantelée, ce qui n'a pas été le choix du régime. Mais il a préféré profiter de la situation pour consacrer définitivement son coup d'État institutionnel qu'il a organisé par l'élection frauduleuse et par la prolongation des mandats des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Cette prolongation, elle est illégale, elle est illégitime et elle ne sied pas au contexte politique actuel de dialogue qui puisse inclure tous les Maliennes et Maliens pour faire face à la question de la sécurité, à la question de la sécurité tout court, pour ne parler que de ça, parce que tout en ce régime-là est fondamentalement négatif pour les questions de développement économique et social. Parlons pas de la justice. Alors donc, il s'agissait pour le régime d'aller dans le sens, donc, il est allé plutôt dans le sens d'une prolongation des mandats de l'Assemblée nationale. Et le parti SADI a écrit à la commission des lois de l'Assemblée nationale qui avait interrogé tous les différents partis politiques sur leur position. Le parti SADI a dit clairement que la prolongation des mandats des députés n'était pas juste, elle était inopportune
et le parti a décidé de voter contre cette prorogation. Alors donc aujourd'hui, pour nous, il s'agissait de prendre une décision politique à deux niveaux. Le premier niveau, c'était au niveau des députés dans le Parlement. Nous avons pris cette décision politique qui a consisté à dire nous ne sommes pas d'accord avec la prorogation des mandats, que c'était anticonstitutionnel. Le deuxième niveau, c'est le choix politique que le parti lui-même va faire par rapport au siège à l'Assemblée nationale. Donc, de ce point de vue, le bureau politique qui doit exécuter les décisions du parti organise dans les mois à venir, un congrès qui va donc tirer définitivement la position politique du parti. Et d'ici la tenue de ce congrès, le parti suspend toutes ses activités au niveau de l'Assemblée nationale de la République du Mali, qui n'est pas une Assemblée nationale démocratiquement élue, qui est une Assemblée nationale portée par des élus qui n'ont pas eu mandat de le faire. Voilà la position claire du parti. Et si les moyens, comme nous le sommes en train de le chercher, nous permettent, dans un mois et demi, nous ferons le congrès. Et dès que le congrès se fera, il est possible, dans ces conditions-là, que le parti déserte complètement l'Assemblée nationale. Comme il est question, il est possible que le parti, ayant vu la réaction de ses militants, du peuple malien, puisse, tête basse, se trouver dans cet hémicycle-là. Et pour terminer, l'honorable Belkoba, député élu à Nyono et membre de la commission de défense, de sécurité et de la protection civile, nous a fait le point sur l'attaque de Koulogo dans le cercle de Bankas, d'où 30 civils ont été tués. Propos recueillis, Fatimata Koulibaly, Sidi Maman Sidibé. Nous avons reçu une très mauvaise nouvelle. Parce qu'au moment où on était vraiment dans la joie et tout, d'avoir fêté avec les militaires, nous avons reçu une information d'une extrême gravité. Une milice, j'ai dit ce n'est pas une milice d'une communauté. Les gens font beaucoup d'amalgame. Cette milice est constituée de criminels, sans foi ni loi, qui n'obéissent à aucun truc d'une communauté, sont en train d'attaquer des villages, particulièrement des villages Peuls. Et hier, vous avez suivi, il y a peut-être plus de 39 morts. Et malheureusement, que des responsables élus, parce que le maire de cette localité est très impliqué dans ces problèmes, j'allais dire, si le mot n'est pas bon, mais c'est un génocide qui se passe. Un nettoyage ethnique d'une bande de miliciens qui sont en train et qui n'ont aucun respect pour la vie humaine. Vous savez, quand ils ont attaqué vers 5 h du matin, à 5 h du matin, vous imaginez, donc peut-être c'est les bras valides qui ont pu s'enfuir, mais les femmes, les enfants, les vieillards ont été exterminés. Exterminés. Le chef de village, sa femme, toute sa famille exterminée. Tranquillement. Alors ça nous a vraiment mis dans une situation... j'allais dire, on est retourné, en revenant dans l'avion, honnêtement, on avait le moral, comme on le dit, au talon. C'est difficile, mais la situation du centre depuis est extrêmement préoccupante. Et je l'ai toujours dit, il faut que l'État se ressaisisse. Il faut que tant que l'État ne se ressaisit pas, j'ai dit, il faut craindre que c'est un phénomène, ça peut se métastaser pour arriver vers le sud. Vers le sud. C'était au nord. Maintenant, aujourd'hui, au centre. Mais rien ne prouve que demain, ça ne va pas arriver au sud. Et je pense que l'État a une très grande part de responsabilité s'il ne prend pas à sa juste importance ce phénomène du centre du pays. Je pense que les gens ne mesurent pas toute l'ampleur. Je profite de votre
votre antenne pour demander d'abord qu'on ne fasse pas de l'amalgame. Et j'ai vu pendant les événements du Nord, on en a fait des grosses des slogans. On dit que tous les Tamasheks ne sont pas des rebelles. Mais on ne dit pas aussi que tous les pays ne sont pas des terroristes. C'est des slogans que l'État doit faire pour que les gens, tous les pays ne sont pas des terroristes. Face à un problème aussi sérieux, il faut aller, comme on le dit, droit au but, voir les causes, trouver la solution. Moi, je dis la solution, elle est toute simple. On est en train de faire des approches qui n'ont jamais porté fruit. Combien de fois, je l'ai dit, on a envoyé des ministres là-bas, combien de fois dans la zone, des ministres à la délégation, ça a coûté des millions et des millions à l'État, mais pour quel résultat? Le centre aujourd'hui est plus mauvais qu'il l'était il y a quelques mois. Mais c'est parce qu'on ne veut pas la vérité, c'est parce qu'on veut contourner la vérité, le problème ne sera jamais résolu. Et s'il n'est pas résolu là-bas, soyez sûr qu'il va gagner le Sud. Il ne faut même pas que les gens se trompent. Voilà, c'est tout pour ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur LTV.